Bonjour et merci d'assister à cette proposition de correction du sujet de droit des obligations de l'épreuve du CRFPA de septembre 2024. Je suis Salah El Wakrim, je suis enseignant en droit des obligations pour la prépa Cap Barreau et je vous invite à suivre avec moi cette proposition de correction afin de vous entraîner, de vous préparer pour l'épreuve de 2025. On rentre dans le vif du sujet. Et on voit tout de suite comment était présenté le sujet de 2024. Il tenait sur 2 pages. En réalité, l'énoncé du sujet ne tenait que sur 1 page. Donc c'était plutôt facile et rapide à lire. 15 points, vous le voyez, étaient consacrés au droit des contrats, 5 points à la responsabilité civile. Tels étaient le barème et les matières abordées dans le sujet de droit des obligations donc de septembre 2024. Vous aurez compris qu'il n'y avait pas de régime général de l'obligation, pourtant tellement redouté par vous. Certains ont pu se dire que du coup ça allait être facile, et pourtant je trouve que le sujet ne manquait pas de difficultés. Personnellement, je le qualifierais d'épineux. Selon moi, la difficulté majeure de ce sujet résidait dans le caractère ouvert des questions posées aux candidats, en tout cas dans la première partie du sujet qui donc était notée sur 15 points, car la question relative à la responsabilité civile ne soulevait pas vraiment de difficultés. Je dois dire qu'on était plutôt, je trouve, dans le classique. D'ailleurs, petit conseil, je trouve qu'il était plus judicieux d'évacuer cette question dès le début de la consultation pour ensuite se concentrer sur ce qu'il y avait, à mon sens, de plus difficile, en l'espèce, le droit des contrats. Avant de rentrer dans le vif du sujet, rappelons que l'objectif de la consultation n'est pas tant la réponse apportée par vos soins que le raisonnement, à tel point d'ailleurs que le corrigé que je vous propose, encore une fois, n'est qu'une proposition de corriger. Vous pouvez très bien ne pas être d'accord, utiliser d'autres fondements, défendre un point de vue différent, ne pas aboutir aux mêmes réponses que moi. Tant que vous argumentez, tout est valable, sachez-le. Le sujet, vous le voyez, était donc divisé, on l'a dit, en 2 points, vous l'aurez compris, inégaux. Le premier concernait les relations entre 3 sociétés, l'autre concernait les préjudices subis ici par une enfant. Il s'agissait donc de traiter chacun de ces points à travers un plan simple et logique. Un grand 1 qui est consacré aux relations entre les 3 sociétés en question, si nommées donc Alphadot, CUK et Sophisp, et dans un grand 2, de traiter des préjudices subis par l'enfant. Grand 1 donc, celui qui va traiter des relations entre Alphadot, CUK et Sophisp, et qui donc était quand même rémunéré à hauteur de 15 points. Avant de rentrer dans le détail des 2 questions qui vous étaient posées, j'aimerais quand même vous inviter, et d'ailleurs à le refaire même en 2025 si la situation se présente, à établir un schéma pour bien comprendre qui joue quel rôle dans votre énoncé, dans votre consultation. Et donc voici le schéma que je vous propose par rapport à l'énoncé de cette année. On avait donc des relations qui étaient établies, il y avait 3 protagonistes, CUK, Alphadot et Sophisp. CUK et Alphadot, en fait, se sont rapprochés en vue de conclure un contrat dont l'objet était des installations informatiques, la protection de ces installations informatiques. Et il était question donc pour CUK, qui était le client donc d'Alphadot, de bénéficier d'installations informatiques et en plus de cela, de services. Alors, le problème, c'est que CUK n'avait pas la trésorerie suffisante pour l'acquisition du matériel, si bien qu'Alphadot lui a proposé de se rapprocher d'une société avec laquelle Alphadot travaille régulièrement et qui s'appelle dans notre cas Sophisp, et qui va justement acquérir ce matériel auprès d'Alphadot. Donc elle va acheter le matériel informatique en question, dont CUK n'a pas les moyens, et louer ensuite, Sophisp va ensuite mettre en location ce matériel informatique à CUK. Si bien que vous le voyez à l'écran, CUK a passé un contrat de service à hauteur de 350 000 euros par an avec Alphadot. Alphadot a vendu le matériel à Sophisp et Sophisp a mis en location le matériel informatique auprès de CUK. Donc on a ce trio, cette triangulaire, mais avec 3 contrats différents, le contrat de service entre CUK et Alphadot, le contrat de vente entre Alphadot et Sophisp, et le contrat de location entre CUK et donc Sophisp. 3 contrats et ce rapport donc triangulaire.
Deux questions différentes étaient soulevées à travers cette consultation juridique. D'abord, pour 8 points, c'est énorme, celle relative aux relations entre CUK d'une part et AlphaDot d'autre part. Ensuite, pour 7 points, c'est également énorme, celle relative à la situation cette fois-ci de Sophie P vis-à-vis d'une part de CUK et d'autre part d'AlphaDot. La difficulté de ce type de sujet, je vous l'ai dit, c'est le caractère ouvert des questions posées, puisqu'on vous dit simplement, d'abord, AlphaDot vous consulte sur sa situation vis-à-vis de CUK, débrouillez-vous avec ça. Ensuite, SophieSP vous consulte également sur sa situation vis-à-vis de CUK et d'AlphaDot, débrouillez-vous encore avec ça. Cependant, pour la première question, la difficulté était, je trouve, à tempérer. Il fallait donc donner votre avis, votre point de vue juridique sur la situation d'AlphaDot vis-à-vis de CUK. Donc, pour cela, il fallait partir quand même si la question était très sèche, laconique et pas véritablement une question, il fallait quand même partir des éléments qui vous étaient donnés dans l'énoncé. À savoir, il fallait donc reprendre les éléments qui vous étaient donnés dans la consultation. Je les lis. Fin 2023, CUK a alerté AlphaDot qu'elle était victime d'une cyberattaque d'ampleur que les systèmes de cybersécurité n'avaient pas stoppée. Pire, une partie des données stockées par les serveurs de CUK a été détruite. Furieux, le dirigeant de CUK met fin immédiatement au contrat service conclu avec AlphaDot et demande le remboursement de toutes les sommes perçues au titre de ce contrat, ainsi que des dommages et intérêts pour le préjudice subi. Il met également fin au contrat le liant à SophieSP pour le matériel et cesse le paiement des loyers. Bon, plusieurs questions sont soulevées. D'abord, celle de la validité finalement de la résolution qui a été effectuée par CUK, c'est ce qu'on verra dans un grand A, et celle de la possibilité pour CUK d'engager la responsabilité, ici vous l'aurez compris, contractuelle d'AlphaDot. On commence donc par la question de la validité de la résolution effectuée par CUK. Bon, en théorie, il n'y a rien de difficile ici. Ce qui était attendu de vous, finalement, eh bien, c'était d'indiquer à votre cliente AlphaDot si CUK pouvait valablement mettre fin, de manière unilatérale, au contrat de service qui les liait, sans oublier la question du remboursement de l'argent versé par CUK à AlphaDot depuis la conclusion du contrat qui, rappelons-le, a eu lieu en juin 2023. Donc voilà un contrat qui a été noué entre CUK et AlphaDot, vous l'avez compris. Il y a un problème qui surgit sur les pannes, sur les installations informatiques de CUK, si bien que le dirigeant de CUK dit à AlphaDot, mais écoute, moi je te paye justement pour me protéger de ces attaques, et finalement, je suis victime d'une cyberattaque. Donc, j'arrête le contrat. Pour cela, il fallait analyser la situation de laquelle il ressortait que CUK a mis fin au contrat immédiatement. C'est ce qu'on nous dit dans l'énoncé, parce qu'elle a estimé qu'AlphaDot n'avait pas respecté ses obligations, à savoir sécuriser les installations informatiques de CUK. Donc, il fallait aller chercher dans votre esprit la structure du cours du droit des contrats en se penchant évidemment sur la partie relative à l'inexécution contractuelle avec l'article 1217. Et là, dans votre esprit, il fallait faire le tri parmi les sanctions. Mettre fin au contrat, c'est évidemment traiter de la question de la résolution. On se remet en tête les différentes résolutions offertes par le Code à l'article 1224. Souvenez-vous, donc la résolution par clause résolutoire, la résolution par notification ou la résolution judiciaire. Clairement, ici, le juge n'a pas sa place, on ne nous en parle même pas, donc on n'évoque même pas, si vous voulez, la résolution judiciaire. Rien ne nous permet non plus ici d'envisager une clause résolutoire, donc on écarte également ce fondement. Reste donc la résolution unilatérale, qu'on appelle également la résolution par notification. Et pour cette résolution, eh bien, il fallait vérifier deux séries de conditions qui étaient posées d'une part par l'article 1224 du Code et d'autre part par l'article 1226, à savoir une condition de fond, l'inexécution est-elle suffisamment grave, et une des conditions de forme, l'existence d'une mise en demeure. S'agissant de la condition de fond, à savoir vérifier qu'il y avait une inexécution suffisamment grave de la part d'AlphaDot envers CUK, il fallait chercher soit du côté du comportement même du débiteur,
A-t-il mis tout en œuvre pour remplir son obligation? Soit du côté de l'inexécution elle-même, auquel cas il faut rechercher si elle porte sur l'obligation essentielle ou non du contrat, c'est-à-dire, je vous le rappelle, celle sans laquelle le contrat n'aurait pas été conclu, sa raison d'être, celle sans laquelle les autres obligations, finalement, n'ont pas de valeur. En l'espèce, rien n'est dit à propos du comportement d'Alphadot, mais on sait que le contrat de service passé avec CUK porte précisément sur la sécurité de ses installations informatiques. Or justement, CUK a été, je cite votre énoncé, la cible d'une cyberattaque d'ampleur que les systèmes de cybersécurité n'avaient pas stoppé. Pire, je continue de citer votre énoncé, une partie des données stockées sur les serveurs de CUK a été détruite. C'est dire que cela correspond bien à l'obligation essentielle du contrat de service qui a été conclu entre CUK et Alphadot. C'est la raison pour laquelle CUK a contracté être protégé de ce genre de cyberattaque. Par conséquent, il pourrait s'agir pour CUK d'un argument très solide pour justifier sa résolution unilatérale. Partons donc du principe que, s'agissant de la condition de fond, elle était respectée. En tout cas, c'est probable qu'elle soit reçue telle quelle par un juge. Alors, s'agissant de la condition de forme qui est posée par l'article 1226, 1226 exige qu'une mise en demeure soit adressée au débiteur défaillant. Petite parenthèse qui n'était pas nécessaire d'indiquer dans votre copie, c'est que la mise en demeure, elle a été mise en place dans l'esprit du législateur au moment de la réforme de 2016 pour donner un maximum de chances au contrat d'être maintenu, d'être sauvé. On cherche en fait à ce que le débiteur ait une dernière chance d'exécuter ses obligations s'il ne l'a pas fait auparavant. Donc cette mise en demeure, elle précède quasiment toutes les sanctions. Et la résolution par notification n'y échappe pas, et c'est pour ça que vous deviez vérifier que CUK avait bien mis en demeure Alphadot d'exécuter ses obligations. Donc, il fallait reprendre 1226, qui oblige par principe la partie qui résout le contrat à mettre en demeure le débiteur défaillant, le tout en respectant un certain nombre de prescriptions, mais inutile ici de détailler le contenu en fait de la mise en demeure, dans la mesure où CUK n'a même pas mis en demeure Alphadot. Donc, c'était même pas le fait de savoir si le contenu de la mise en demeure était respecté, c'était déjà le principe même de la mise en demeure qui était discuté en l'espèce. Donc il fallait dire que par principe, une mise en demeure était nécessaire. Mais il fallait continuer en exposant l'exception qui est posée par le texte lui-même, c'est-à-dire en cas d'urgence. Mais ici, surtout, je pense que vous étiez attendu sur l'exception qui a été ajoutée par la jurisprudence très peu de temps avant l'épreuve de septembre 2024, en décembre 2023, qui a d'ailleurs été confirmée en janvier 2024. Et cette exception jurisprudentielle qui a été ajoutée en plus de l'urgence, c'est celle de la vanité de la mise en demeure. Autrement dit, cette mise en demeure n'est pas nécessaire, a dit la Cour de cassation à plusieurs reprises depuis décembre 2023, elle n'est pas nécessaire quand elle est inutile. D'après ces deux arrêts, il semblerait qu'il faille entendre par vanité la situation dans laquelle la mise en demeure ne changerait rien à la situation, puisqu'il est par exemple trop tard ou en raison du comportement grave du débiteur qui rend la poursuite des relations contractuelles, je cite l'arrêt de 2024, manifestement impossible. Souvenez-vous, pour ceux qui ont déjà étudié les arrêts, dans l'arrêt de janvier 2024, il était question d'un contrat de bail dans lequel vous aviez, c'était un bail commercial qui liait donc deux sociétés. Le bailleur, à travers son représentant, venait harceler les employés qui étaient composés à 80% de femmes, donc agression sexuelle, etc. Et donc le locataire, la société locataire, la société preneuse a décidé de mettre fin, sans même de mettre fin au contrat par une résolution unilatérale, comme dans votre espèce, mais sans faire de mise en demeure. Et les juges ont admis que cette mise en demeure était inutile, car vaine, parce que là, la poursuite des relations contractuelles était manifestement impossible. Alors pour revenir à votre espèce, il était tout à fait possible pour vous de mettre dans votre copie que, justement, il était trop tard puisque la cyberattaque a eu lieu, qu'une mise en demeure eût été vaine dans la mesure où Alphadot n'aurait plus été en mesure de la stopper et que les intérêts de CUK étaient déjà en péril.
Donc, il était possible de conclure au respect de l'article 1226 en dépit de l'absence de mise en demeure. On peut imaginer qu'ici, elle était inutile. Donc en conclusion, il semblerait que CUK ait de solides arguments pour justifier sa résolution unilatérale. Alors, quelles sont les conséquences de cette résolution en partant du principe, évidemment, que cette résolution est valable? Eh bien, les conséquences de la résolution vont nous permettre de répondre à la demande de votre cliente concernant l'éventuelle restitution, je vous le rappelle, des sommes déjà versées par CUK à Alphadot. Assez simple, il faut se tourner vers l'article 1229 du Code civil, duquel il ressort que la résolution, je cite, met fin au contrat, sous-entendu, là c'est moi qui vous le dis pour l'avenir, et l'article précise à la date de la réception de la notification. C'est l'alinéa 3 qui permet de savoir si la résolution sera rétroactive ou non. Deux situations sont envisagées par l'alinéa 3. Le texte nous dit que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procurées l'une à l'autre. Première hypothèse. Lorsque les prestations, en revanche, échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie. Dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. N'oubliez pas d'ajouter dans votre majeur, évidemment, chaque fois qu'il est question de rétroactivité, que les restitutions sont gérées par les articles 1352 à 1352-9 du Code civil, qui encadrent, le cas échéant, donc, les restitutions. En l'espèce, justement, c'était une des difficultés. C'est difficile à dire si on est dans la première hypothèse envisagée ou bien dans la seconde, mais au fond, peu importe, comme je vous le disais, ce qui compte, c'est votre raisonnement, donc il faut juste être convaincant. Pour moi, vraiment d'un point de vue strictement personnel, on se trouve plutôt dans la première hypothèse, dans la mesure où, même si la prestation offerte par Alphadot est une prestation, disons, quotidienne, car c'est tous les jours que CUK doit être protégé, il n'empêche que cette prestation, c'est le but du contrat, c'est-à-dire protéger, informatiquement en tout cas, CUK. Qu'en outre, la somme qui a été payée par CUK est une somme qui, d'après les faits de l'espèce, n'est pas mensualisée. Donc, à l'image du prix à payer en une fois, vraisemblablement, on pourrait considérer qu'il s'agit d'une prestation qui fait bloc, qu'elle est indivisible, et donc on pourrait conclure que la rétroactivité doit être la conséquence de cette résolution, et donc on pourrait conclure à la restitution des sommes perçues par Alphadot. Mais encore une fois, il était tout à fait, je pense, envisageable de défendre l'autre point de vue. Moi, je trouve que les éléments de l'espèce nous mènent plutôt vers l'hypothèse donc de la rétroactivité des restitutions. Voilà pour cette première partie de cette première question. Il y avait pas mal de choses à dire. Il fallait être rapide. Et on passe maintenant au grand B, s'agissant de la responsabilité d'Alphadot. Ici, là encore, j'ai envie de vous dire, rien de trop difficile en théorie, pas d'actualité brûlante comme dans le problème précédent, parce qu'évidemment, on vous attendait sur l'histoire de l'exception qui a été ajoutée pour la résolution, pour l'exception de la mise en demeure. Mais là, pas d'actualité brûlante, je crois. Et ce qui était attendu de vous, eh bien, c'est un rappel classique, finalement, des conditions de la responsabilité contractuelle, ce qu'on verra dans un premier temps. Et ensuite, de penser à bien vérifier qu'il n'existait pas une cause d'exonération si les conditions de la responsabilité civile étaient réunies. Je fais une petite parenthèse, n'oubliez pas, en tant que future avocate ou futur avocat, bien sûr, on vérifie toujours dans un premier temps que les conditions de la responsabilité sont bel et bien réunies, mais ça ne doit pas vous empêcher, dans un second temps, d'évoquer, voire de développer le cas échéant, les causes d'exonération possibles. Souvent, les étudiants l'oublient et c'est un tort. Alors voyons justement si les conditions de la responsabilité contractuelle ici sont réunies. Vous connaissez bien le triptyque qui est constitué par le préjudice, la faute contractuelle et le lien de causalité entre les deux, et qu'on retrouve aux articles 1231-1 et suivants du Code. Plus précisément, il fallait se tourner justement vers ces articles 1231 à 1231-7 du Code civil pour vérifier d'abord l'existence du préjudice
prévisible au moment de la conclusion du contrat, puis une faute contractuelle, c'est-à-dire une inexécution totale, une exécution partielle, une exécution tardive, une exécution imparfaite, et bien sûr le lien de causalité entre les deux. Toujours dans votre majeur, il fallait ajouter qu'à l'instar de la résolution, il fallait vérifier si une mise en demeure avait été adressée par le créancier au débiteur. En l'espèce, pas de difficulté en ce qui concerne les préjudices multiples et évidents, perte de données, conséquences financières de ces pertes, préjudices matériels, peut-être même la réputation finalement de CUK. Idem pour la faute, elle est d'après moi clairement établie du fait pour Alphadot de n'avoir pas protégé CUK de la cyberattaque alors qu'il s'agit, on l'a déjà dit, de son obligation principale quand même. Donc, niveau préjudice, niveau faute, pas trop de difficultés pour le prouver dans votre mineur. Et le lien de causalité est évident, c'est bien parce que Alphadot n'a pas protégé CUK que CUK a tous ses préjudices. Reste la question de la mise en demeure, inutile, je pense, en l'espèce, car encore une fois, l'inexécution était définitive. Donc, il s'agissait de renvoyer au développement qu'on a déjà fait sur l'inutilité de la mise en demeure dans la résolution. À voir, c'était discutable. Donc, a priori, les conditions semblent réunies pour engager la responsabilité contractuelle d'Alphadot, mais il fallait quand même vérifier s'il n'existait pas de limitation ou carrément d'exonération possible de la responsabilité d'Alphadot. C'est justement dans un syllogisme différent qu'il fallait le faire, et vous pouviez nommer dans votre plan limitation ou exonération de la responsabilité. Rapidement, il fallait d'abord envisager bien sûr les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité. Très rapidement, on ajoute que ces clauses peuvent tomber en cas de faute lourde ou dolosive, vous le savez peut-être de la part du créancier, et qu'en l'espèce, rien n'indique que le contrat, rien ne nous est indiqué dans ce sens, il n'y a pas de clause dans le contrat, en tout cas on ne nous le dit pas, ni même la nature de la faute de Alphadot, donc on passe. Mais on le mentionne quand même dans la copie, il faut le mentionner dans la copie, je pense que c'est mieux pour montrer à votre correcteur que vous y avez songé. Il fallait ensuite évoquer les causes d'exonération, rapidement encore, car rien ne semble coller au fait de l'énoncé. Donc, cas fortuit, faute de la victime, fait du tiers, ce sont les causes étrangères, et il fallait que cette cause étrangère remplisse les conditions de la force majeure, c'est-à-dire que la cause étrangère doit avoir été imprévisible au moment de la conclusion du contrat, extérieure au débiteur et irrésistible, c'est-à-dire inévitable. Le plus vraisemblable en l'espèce de ces causes étrangères, eh bien, c'était le fait du tiers. Mais bon, là encore, aucun élément ne va en ce sens et en tout état de cause, il est difficile de dire que cet événement était imprévisible, puisque c'est précisément pour cette raison que le contrat a été conclu entre CUK et Alphadot, éviter les attaques informatiques. Ça, c'est du classique, même quand vous vous entraînerez pour le CRFPA. Justement, c'est l'objet même du contrat, donc c'est difficile d'argumenter en disant que c'était imprévisible, puisque c'est précisément pour ça que vous avez contracté. Donc, clairement, pour la conclusion, il faut dire qu'il y a très très peu de chances pour qu'Alphadot puisse obtenir une exonération de son éventuelle responsabilité contractuelle, à supposer qu'elle sera engagée. Voilà donc pour cette première partie du grand 1 relative aux relations entre CUK et Alphadot. Il faut maintenant passer à la question sur 7 points qui concernent les relations, cette fois-ci entre Sophisp et d'une part CUK et d'autre part entre Sophisp et donc Alphadot. On commence par la relation entre CUK et Sophisp, lesquelles sont unies par un contrat vraisemblablement, je dirais, de location financière. Alors, qu'est-ce que c'est que le contrat de location financière? Pour les étudiants de Cap Barreau qui ont suivi avec moi le cours de droit des obligations, je vous montre un extrait du cours justement que je leur avais fait l'été dernier et à l'occasion duquel justement j'avais pressenti, il faut se la raconter un petit peu, que ça allait tomber parce que c'était quand même un gros sujet et justement j'avais pris le temps de leur expliquer ce qu'était la location financière. Et donc, vous le voyez sur le schéma, comme le crédit bail, en fait, c'est une opération tripartite. On a d'une part l'entreprise désireuse d'obtenir un matériel, dans notre espèce, c'est CUK, qui est le preneur. On a le fournisseur du dit matériel, dans notre cas, c'est Alphadot, qui est donc le vendeur, et une société commerciale qui va financer
ce matériel. Dans notre cas, c'est Sophispay qui est donc le bailleur. Le fournisseur va vendre le matériel à l'entreprise de location financière, qui est donc la bailleresse, qui va elle-même le louer à l'entreprise utilisatrice, la preneuse. Ici, vous l'avez compris, c'est CUK. Généralement, le fournisseur Alphadot, en l'espèce, assure, une fois la vente réalisée, une prestation annexe, le plus souvent la maintenance de l'équipement visé. Comme dans le crédit bail, l'opération présente l'avantage d'éviter à l'entreprise utilisatrice de s'endetter, donc à CUK, et d'étaler dans le temps la charge financière liée à cette opération, puisqu'elle versera des loyers pendant toute la durée du bail. En outre, pour le fournisseur, dans notre cas Alphadot, le paiement se fera au comptant, ce qui lui évite de devoir éventuellement accorder des délais ou bien de faire crédit à son client. Mais, à la différence du crédit bail, le preneur ne bénéficie pas d'une option d'achat à la fin du contrat. Donc, il ne peut pas, si vous voulez, acquérir le bien loué une fois le contrat arrivé à échéance. En l'espèce, CUK n'ayant justement pas la trésorerie pour acquérir le matériel informatique auprès d'Alphadot. C'est Sophispay qui a acheté le matériel informatique justement à Alphadot et qui l'a donné ensuite à bail à CUK. Donc, il s'agit bien d'une location financière, d'après moi, en tout cas il y a de grandes chances, parce que rien dans l'énoncé n'a l'air de contredire cela. Peu importe. Le but était ici d'identifier un éventuel ensemble contractuel, parce que bon, c'était un des gros sujets d'actualité, et parce que ça correspondait aux faits, bien sûr, pour faire jouer donc l'article 1186 du Code civil. On nous dit que CUK met fin au contrat de location financière avec Sophispay et arrête de payer les loyers. Aucune inexécution n'étant à déplorer du côté de Sophispay, il n'y a rien qui ne nous est dit dans ce sens-là. Il n'y a aucun autre problème non plus relatif à la validité du contrat. Je ne vois pas non plus de cas de force majeure qui est évoqué dans l'espèce. Donc, ce qui pourrait justifier la fin du contrat décidé par CUK, c'est plutôt à rechercher du côté de la caducité avec l'article 1186. J'en avais justement aussi parlé dans mon cours de droit des obligations l'été 2024, tellement le sujet était pressenti, comme vous pouvez le voir sous vos yeux. Il fallait donc vérifier, une fois qu'on avait identifié tout cela, que les conditions posées par 1186 étaient remplies. D'abord, il faut un ensemble contractuel. En l'espèce, pas de problème. Il s'agit, comme on l'a dit, d'une location financière et d'ailleurs la Cour de cassation, dans son arrêt du 10 janvier 2024, a décidé qu'un tel contrat était nécessairement un ensemble contractuel au sens de 1186. Toute clause contraire doit être réputée non écrite. De toute façon, il n'en est pas question dans l'énoncé. Il fallait en outre, nous dit l'alinéa 3, que celui contre lequel on invoque la caducité doit avoir eu connaissance de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement, au moment où il a donné son consentement. En l'espèce, pas de problème. Sophispay est une professionnelle de ce genre d'opération. On nous dit dans l'énoncé qu'elle a l'habitude de travailler avec Alphadot, d'autant que, fait notable, les 3 contrats ont été conclus le 10 juin 2023, c'est-à-dire en même temps. Deuxième condition, l'alinéa 2, toujours de l'article 1186, dispose que l'un des contrats de l'opération est disparu, c'est-à-dire, traduction, qu'il ait été annulé, résolu, résilié. Pas de problème non plus ici, si on part du principe que le contrat de service dont on a parlé dans la première partie de ce grand 1, liant CUK et Alphadot, a été résolu. Donc, cette condition est remplie. Toujours l'alinéa 2, troisième condition, mais in fine, ce contrat disparu doit avoir été une condition déterminante du consentement d'une partie. Là encore, en l'espèce, pas trop de doute, je pense, sur le fait que sans la location du matériel informatique, le contrat de service n'aurait pas eu d'utilité et inversement. Donc là encore, en conclusion, il semblerait que la caducité puisse jouer en faveur donc de CUK. Il faut maintenant s'interroger sur les conséquences de cette caducité prévue par l'article suivant, c'est-à-dire 1187. Comme vous pouvez le voir à l'écran, la caducité met à tout le moins fin au contrat pour l'avenir, ce que souhaite CUK, mais elle peut donner lieu à rétroactivité, ajoute 1187, ce qui n'était cependant pas demandé en l'espèce par votre cliente. Sinon, comme l'indique 1187,
il faut se référer aux habituels articles réglant les restitutions, à savoir 1352 à 1352-9. Voilà donc pour les rapports entre Sophispe et CUK. Il faut maintenant se tourner vers l'autre question posée par votre cliente qui s'interrogeait également quant à ses rapports avec, cette fois-ci, Alphadot. Donc Sophispe par rapport à Alphadot. Elles sont liées, vous le voyez à l'écran, par le contrat de vente du matériel informatique. Le premier fondement qui vient naturellement à l'esprit, j'ai envie de vous dire, c'est encore celui de l'article 1186 du Code civil, et donc repartir sur les ensembles contractuels avec la caducité du contrat de vente, puisque dans cet ensemble contractuel de la supposée location financière en l'espèce, eh bien, il y a eu la résolution d'un des contrats, nécessairement les autres contrats appartenant à l'ensemble contractuel, et sous réserve encore de respecter les conditions qu'on a déjà évoquées auparavant, ça devrait entraîner la caducité du contrat de vente. Mais je pense que ceux qui ont confectionné le sujet ne s'attendaient pas à ce que les candidats reprennent exactement le même raisonnement que précédemment, alors que la question est quand même notée sur 7 points. Pourtant, c'est vraiment un fondement qui, je pense, il fallait l'évoquer et il fallait renvoyer au développement supra et dire qu'effectivement, c'était une possibilité tout à fait envisageable. Mais il fallait, à mon sens, envisager d'autres fondements. Là encore, impossible de se tourner vers les sanctions de l'inexécution contractuelle, car rien dans les circonstances de l'espèce ne nous permettent d'aller dans ce sens-là. Pas d'annulation non plus, encore une fois, car aucun problème du côté de la validité du contrat de vente. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on fait, monsieur Eloacrim? Eh bien, il restait l'hypothèse de l'engagement de la responsabilité d'Alphadot envers Sophispe. La responsabilité d'Alphadot envers Sophispe et conseiller à Sophispe de se fonder sur l'avantageuse jurisprudence Bootshop qui, elle aussi, faisait l'objet et fait toujours l'objet d'une actualité brûlante et qui, rappelons-le, en quoi elle consiste cette jurisprudence Bootshop. D'après la Cour de cassation et cet arrêt Bootshop de l'Assemblée plénière de 2006, eh bien, le tiers à un contrat peut, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, invoquer un manquement contractuel dès lors que ce dernier lui a causé un préjudice. Cet arrêt Bootshop de 2006 a été confirmé en Assemblée plénière dans l'arrêt Sucrerie du Bois Rouge de janvier 2020, sans oublier, évidemment, parce qu'il y avait une actualité, vous le disais-je, très brûlante, l'important arrêt de l'été dernier, rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, donc le 3 juillet, et dans lequel la Cour de casse est venue affiner sa jurisprudence Bootshop en permettant aux co-contractants fautifs d'opposer aux tiers les clauses tirées du contrat dans lequel la faute trouve son origine. Sauf qu'en l'espèce, Sophispe, certes, elle est bien tierce au contrat de service qui a été conclu entre Alphadot et CUK. Pourtant, Sophispe subit bien un préjudice. La caducité du contrat de location du matériel informatique lui cause un préjudice, puisque à cause d'elle, le matériel informatique ne sert plus à rien et le contrat de location n'a plus de cause. Et donc, je reprends, Sophispe est bien tierce au contrat de service conclu entre Alphadot et CUK. Pourtant, Sophispe, vous disais-je, subit bien un préjudice du fait de la caducité du contrat de location de matériel informatique à cause des manquements contractuels d'Alphadot qui n'a pas protégé les installations de CUK. Rien ne nous est dit à propos d'une éventuelle clause limitative de responsabilité stipulée dans le contrat de service. Cependant, si elle en contenait, eh bien, elle serait a priori opposable sur le fondement de la jurisprudence du 3 juillet 2024 de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, elle serait opposable à Sophispe. Donc Sophispe a des chances d'obtenir des dommages et intérêts délictuels et donc la réparation intégrale de son dommage qui pourrait être limitée par une clause limitative de responsabilité. Voilà, 15 points attribués à tous ces développements, 15 points mérités tout de même, car il fallait bien réfléchir à la manière d'organiser sa réponse. Aussi, et surtout, je ne l'ai pas dit au début, mais il fallait être rapide. Mais déjà, 15 sur 20, j'ai envie de vous dire, c'est quand même la route pour la validation de l'examen. On continue avec la deuxième partie du sujet et on change d'ambiance, on laisse le droit des contrats pour passer à la responsabilité civile et donc on fait le grand 2 à propos des préjudices subis par notre enfant, la petite Jeanne, qui apparemment a fait des bêtises. Clairement ici, en lisant le sujet, je n'ai pas eu de doute sur l'arrêt au cœur de la question
parce que c'est un arrêt qui est important et que j'avais déjà travaillé auparavant, et qui est celui du 25 mai 2022, dans lequel il était peu ou prou question de la même chose que dans l'énoncé de la consultation. Attention, tout de même à ne pas tomber dans le panneau de se contenter de citer l'arrêt comme unique fondement de vos syllogismes, car sinon, c'est sanctionné très lourdement au niveau des points. Il fallait l'utiliser, certes, mais dans le cadre d'un raisonnement plus vaste. En l'occurrence, il était question de cette petite de 13 ans qui a subi des préjudices à la suite d'une chute et de son père qui souhaite obtenir réparation. La question était ouverte, il fallait ici donc, c'est ce que je préconise à mes étudiants qui suivent les cours avec nous à Cap Barreau, appliquer de manière modérée, dira-t-on, une espèce de protocole standard en cas de question ouverte. Et donc, la première des choses que vous devez vérifier, c'est l'existence d'un préjudice, le fait générateur et le lien de causalité, et puis s'il n'y a pas de cause d'exonération. Préjudice, pas de difficulté, ici la petite a subi des préjudices corporels. Fait générateur, c'est là qu'on vous attendait, je pense, pour cette session 2024, et c'est ce qu'on va essayer de développer. Lien de causalité, rien à signaler non plus, on le verra, en tout cas a priori. Deux faits générateurs étaient envisageables en l'espèce. Bien sûr, la responsabilité personnelle pour faute de la société Titi, et drôle de nom, et la responsabilité du fait des choses. On va commencer par celle qui, à mon sens, paraît la plus vraisemblable, la responsabilité du fait des choses. Pour appliquer le régime de la responsabilité du fait des choses, on commence par vérifier que la chose à l'origine du dommage n'est pas une chose spéciale, c'est-à-dire pas un animal, pas un produit défectueux, pas un véhicule terrestre à moteur, pas un bâtiment en ruine. Bon, ici, ce n'était pas le cas, il était en mauvais état, mais quand même pas en ruine. Donc, si ce n'est pas une de ces choses spéciales, on peut appliquer le régime général du fait des choses, qui, vous le savez sûrement, a été créé par la jurisprudence sur la base de l'article 1242 alinéa 1er, avec les arrêts Teufel de 1896 et Gender. Ainsi, le gardien d'une chose peut voir sa responsabilité civile délictuelle engagée si trois conditions sont réunies. Il faut une chose, il faut démontrer le rôle actif de la chose et il faut identifier le gardien. La chose, elle est entendue au sens très large du terme, donc pas de problème évidemment en l'espèce, puisque ici il s'agissait des tuiles. Le gardien, idem, c'est la société Titi, pas besoin de surdévelopper, puisque le propriétaire est présumé gardien, sauf transfert, mais ce n'est pas le cas ici. Là, je pense où on vous attendait davantage, c'était sur le rôle actif de la chose. Et d'ailleurs, dans l'arrêt du 25 mai 2022, c'était aussi le cœur de la problématique. Les tuiles, on est d'accord, elles sont inertes. Donc, la présomption du rôle causal ne joue pas, il n'y avait pas forcément besoin de la développer. Il faudra prouver par tout moyen, en revanche, et c'est ça qu'il fallait développer, le rôle actif de la chose en démontrant son anormalité, c'est-à-dire soit sa dangerosité, soit sa position anormale, soit le mauvais état de cette chose. En l'espèce, les tuiles sont clairement en mauvais état, puisqu'elles sont vétustes et qu'elles sont sur un toit non entretenu, nous dit-on dans l'espèce, par la société Titi. Mais il ne faut pas oublier que justement dans l'arrêt de 2022, les plaques de fibrociment, ce n'étaient pas des tuiles, mais c'était des plaques de fibrociment, elles étaient également en mauvais état. Pour autant, les magistrats ont pris soin de relever l'insuffisance du mauvais état et rappeler qu'il fallait vérifier si, même si elles avaient été en bon état, les tuiles n'auraient pas cédé sous le poids de la petite. Et justement, dans l'arrêt de 2022, ils avaient conclu que le mauvais état ne suffisait pas à caractériser l'anormalité de la chose, et donc que les conditions n'étaient pas réunies, et que donc on ne pouvait pas engager la responsabilité du gardien. Eh bien, je pense que, par analogie, on pouvait utiliser le même raisonnement s'agissant des tuiles de la société Titi. Donc ici, cette condition, elle semble faire défaut, à mon sens, mais encore une fois, libre à vous de prouver le contraire, le tout étant de parler de tout ce que je viens d'évoquer. Par conséquent, conclusion, le père de Jeanne a peu de chances d'obtenir réparation pour sa fille. Mais alors, s'il ne peut pas l'obtenir, ou en tout cas s'il a très peu de chances de l'obtenir sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, peut-il l'obtenir sur le fondement de la responsabilité personnelle pour faute? Après avoir rappelé la définition de la faute, vraiment rapidement, éléments matériels, éléments d'illicéité, etc., on pouvait dire qu'en l'espèce,
il y avait de fortes chances que le défaut d'entretien de son toit par la société Titi constituait une faute. Bon, mais ça encore, je vous le dis, c'est discutable. Partons du principe que on pouvait retenir la faute de la société Titi. S'agissant du lien de causalité, il fallait rappeler que généralement, c'est la théorie de la causalité adéquate qui est choisie dans le cadre de la responsabilité pour faute. C'est ce qui ressort en tout cas de l'étude de la jurisprudence, mais ce n'est pas une règle établie. Or, en l'espèce, le lien de causalité entre la faute de la société Titi et le préjudice subi par Jeanne était discutable, parce qu'encore une fois, si les tuiles avaient été en bon état, Jeanne aurait tout de même subi les préjudices, parce qu'elles ne sont pas faites en fait pour supporter le poids d'un être humain. Dans le cadre de la responsabilité civile, n'oubliez pas, il faut toujours au moins évoquer les causes d'exonération, voire de les développer si elles ont une chance de s'appliquer. Il y en a des spécifiques dans le cadre de la responsabilité civile pour faute, mais inapplicables en l'espèce, donc on ne les évoque pas, les faits justificatifs. Il fallait en revanche de toute évidence pointer la faute de la victime, vérifier, parce que ici la petite est partie dans un endroit qui lui était interdit, vérifier si elle remplissait par ailleurs cette faute de la victime les caractères de la force majeure ou si elle était la cause exclusive du dommage et si oui, en déduire une exonération totale de responsabilité. En l'espèce, la faute de la victime est évidente puisqu'elle s'est introduite dans un espace interdit. Je pense que les caractères de la force majeure n'étaient pas réunis. Mais là encore, c'est mon point de vue. C'est-à-dire que moi, j'aurais défendu le point de vue selon lequel eh bien, ça n'était ni irrésistible, ni imprévisible que quelqu'un s'introduisit dans l'enceinte du bâtiment. Est-ce la faute exclusive de la victime? Trop peu d'éléments dans les faits permettent de l'affirmer, car on ne sait pas si une enfant de 13 ans était à même, au fond, de comprendre la signalétique lui interdisant de faire ce qu'elle a fait. Bon, là encore, c'est à discuter. Personnellement, j'aurais conclu en disant qu'il y a finalement peu de chances d'obtenir réparation sur ce fondement, tout comme pour la responsabilité du fait des choses. Et donc, malgré les préjudices subis par la petite Jeanne, il semblerait que son papa ne puisse pas vraiment obtenir réparation. Voilà donc pour cette proposition de correction du sujet en droit des obligations du CRFPA 2024. J'espère que cette proposition de correction vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous rejoindre chez Cap Barreau pour préparer votre CRFPA 2025, pas seulement en droit des obligations, même si c'est la plus importante des matières. Mais nous, on sera ravis de vous accueillir. Vous l'avez vu, l'année dernière, dans mon cours de droit des obligations, en tout cas, on avait évoqué plein de sujets qui ont fait l'objet de questions plus ou moins déguisées dans le sujet de 2024. Donc c'est une très bonne chose parce qu'on revoit ensemble pendant le cours interactif eh bien, l'actualité la plus brûlante du droit des obligations, mais aussi une de nos grandes forces qui justifie que nos étudiants réussissent vachement au CRFPA, c'est l'entraînement. L'entraînement. D'ailleurs, que vous vous inscriviez chez nous ou pas, je vous conseille vraiment de vous entraîner au maximum. Et nous, on propose beaucoup de sujets, beaucoup de séminaires de correction pour mettre le maximum de chances du côté des étudiants pour réussir leur examen. Si vous avez besoin de renseignements complémentaires, n'hésitez pas à nous appeler, bien sûr, à vous rendre sur le site internet de Cap Barreau et je serai ravi, avec tous mes collègues, de vous accueillir pour la préparation 2025. À très bientôt.